des profs et des enfants qui voulaient la visiter. Voilà, l'idée c'était, pour moi c'était, je vous cache pas, c'était de faire plaisir aux enfants et puis d'initier ces enfants en tout cas à une forme d'art assez accessible qui puisse être aussi un prétexte ou un alibi pour, voilà, pour dialoguer avec eux autour des thèmes de la citoyenneté, de l'intégration, de l'histoire de France, de l'histoire des sciences, un petit peu d'histoire des arts, un peu de faune, histoire de, voilà, pour que les pédagogues en tout cas de notre ville puissent profiter de l'attrait en tout cas pour cette forme d'art qu'ont les enfants, qui sont là nombreux hein, d'ailleurs, pour pouvoir en tout cas évoquer d'autres choses. Donc c'est un art de relation. C'est la même chose dans la rue aussi, on peint souvent dans la rue pour faire plaisir aux autres. Enfin moi en tout cas c'est mon principe, je peins vraiment, c'est pas une peinture égoïste, c'est-à-dire que moi je sais que quand j'étais gamin, en tout cas je me faisais toujours une idée de l'artiste, des stéréotypes qu'on pouvait avoir sur l'artiste, une génération où c'était vraiment de l'expression personnelle, pure et dure, l'artiste maudit, l'artiste incompris en tout cas. C'est comme ça que je voyais la figure de l'artiste lorsque j'étais enfant. Vous m'entendez? Oui, oui. Et en fait, pour moi, c'était pas un métier. J'avais pas du tout envie d'être ce type d'artiste, de devenir ce type d'artiste. Déjà, j'avais pas envie de devenir artiste. Et en plus, j'avais pas du tout envie d'être ce genre de mec, genre ouais, personne me comprend, il y a que moi qui sais. Et ce qui m'a plu, en tout cas, ce qui m'a aidé à passer à l'acte dans la rue, c'était l'idée de partager donc une forme de relation avec le public, une forme de dialogue, et donc forcément, au sens de ce qu'entendaient les artistes au XXe siècle, une forme de compromis. Voilà, quand on peint pour les autres, on a envie de faire plaisir. Peut-être qu'avec le temps, je me permets davantage de cliver, en tout cas plus facilement sur Internet que dans la rue, parce que dans la rue, justement, il y a tout type de public que j'entends pas spécialement choquer. Je suis pas là pour susciter des divisions, il y en a déjà bien assez dans la société française actuellement. Je sais pas si vous pensez comme moi, on n'en peut plus. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'intervenir dans la rue pour créer des émotions, pour rassembler les gens, pour qu'ils puissent se parler, pour créer aussi des liens, en fait, pas seulement entre moi et le public, mais aussi entre les spectateurs et au sein même du public. Et lorsqu'on a développé ça, en tout cas en 2006, 2007, 2008, on a vu naître une nouvelle forme, en tout cas, d'activité qui remplaçait le consumérisme de mes parents qui, pour se balader le week-end, allaient m'emmener dans les centres commerciaux. On a vu des gens, grâce à Internet, parce qu'Internet est très 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 présent dans cette forme d'art, il ne s'agit pas seulement de peinture, mais aussi de médiation. On a vu des gens, en tout cas, échanger des informations, se rassembler pour partir, comme des chasses au trésor ou des safaris. Tiens, on va aller dans telle ville, tiens, on va partir à Barcelone, tiens, on va venir à Vitry. On a vu des gens venir de partout dans le monde, en tout cas à Vitry, échanger des infos pour savoir où se trouvaient les œuvres, pour pouvoir les photographier. Et ça c'était très important, en fait, dans la démarche. Alors évidemment, moi je vous parle de manière un peu décousue là. Évidemment, par rapport à l'image qu'on se faisait du graffiti jusqu'alors, je dis bien l'image parce que quand on connaît bien la scène graffiti, elle n'est pas aussi contestataire qu'on l'imagine. Mais le caractère revendicatif, un peu clashant, il s'est émoussé, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un tournant qui a été pris dans l'histoire de la peinture inopinée dans la rue qu'on peut appeler graffiti. La contestation, c'était plus je pense en tout cas, c'était plus l'objet premier de la chose. Peut-être que l'objet c'était tout simplement de vivre ensemble en tout cas. Donc je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec mes commentaires sur l'émergence de cette forme d'art. On va écouter un spécialiste, un monsieur qu'on a vu depuis longtemps, de cette forme d'art, et donc qui a peut-être une vision un peu moins égocentrée que la mienne. Et puis ensuite on interagira, parce que faut pas oublier pour moi que tout ça c'est justement quand je parle de compromis, ou quand je parle mais pas dans un sens négatif d'ailleurs, même si quand j'ai peint des chats, vous savez, c'était vraiment à la fois pour faire plaisir aux gens, et puis c'était une forme d'autocritique sur cette forme d'art qui est devenue très très douce en fait. Moi je suis pour la soft révolution, quoi.
C'est pas du tout l'idée de brandir des grands slogans pour qu'il se passe rien ensuite. L'idée, c'était au contraire d'y aller doucement, de conquérir des publics larges, de conquérir les institutions et que ça puisse s'accomplir. Lorsque j'ai commencé donc au milieu des années 2000, il ne faut pas oublier qu'à Paris, il n'y avait pas une seule trace qui était laissée, en fait. Tout était nettoyé, nettoyé, nettoyé. Et c'est en y allant doucement et à la conquête des regards et des cœurs que petit à petit, on a changé le regard sur cette forme d'expression et qu'aujourd'hui, cohabitent des fresques peut-être soft et puis des artistes aussi des générations précédentes qui étaient plus contestataires et qui peuvent aujourd'hui s'exprimer davantage qu'ils n'ont pu dans les années où ils étaient tout simplement contestataires. On a réussi à mettre en place cette économie, cette acceptance en tout cas globale de cette forme d'expression et je suis très content que cette soft révolution elle ait eu lieu. On m'a présenté comme un spécialiste de l'art public ou street art, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'importe, c'est un sujet qui me concerne depuis longtemps, depuis quelques décennies, et j'ai eu la chance de voir très tôt l'émergence de ce courant d'art dans la ville. J'ai observé d'abord dans les quartiers aux États-Unis, dans les années 70, au moment où ça sortait un peu de tous les côtés dans le quartier populaire, et donc à travers des observations, puis aussi surtout mes rencontres avec les artistes, à cette époque-là, je me suis fait une idée de ces formes d'art, de cette forme d'engagement aussi, et puis en France, bien sûr, avec tous les pionniers que vous connaissez, comme Ernest Pinault-Ernest, qui est un ami depuis cette date, et dont j'ai suivi le travail, et puis bien sûr tous ces développements plus récents, parce que pas vous cacher que l'art tel que dans l'espace public, tel que je l'ai perçu dans les années 70 et ce qu'il est devenu aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Et donc, moi je parle plus d'art public que de street art, par exemple, mais ça c'est parce que c'est une dénomination plus ancienne et qui correspond pour moi à quelque chose de plus particulier dans la mesure où elle est revendiquée directement par les artistes. C'est aussi un positionnement artistique, l'art public. Ça s'inscrit aussi dans une filiation historique, et donc ça prend une valeur aussi dans ce sens-là. Bon, le street art, c'est quand même un phénomène plus récent. Moi, j'ai observé le phénomène des tags. À cette époque-là, il y avait deux courants qui étaient vraiment, on va dire d'art de la rue, hein, pour faire simple. Il y avait deux courants qui étaient très très identifiés, on va dire, et très séparés, parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes finalités, ni sur le plan esthétique, ni sur le plan idéologique. Il y avait le courant d'art public, essentiellement focalisé sur les peintures murales, les fameux murals, dans les quartiers populaires américains, puis ensuite qui a essaimé un petit peu partout, et puis il y avait les tags. C'est comme base les mêmes territoires. Ils partageaient les mêmes territoires, c'est-à-dire les quartiers populaires. Et donc, je vais relater une anecdote, si on a le temps, parce que je pense que ça dit bien un petit peu la façon dont se faisait un peu ce partage de territoire. Il y a un muraliste américain, Chicanos, qui était dans le quartier de Est de Los Angeles, et qui faisait une peinture murale. Et lui, il a décidé, il y avait des graffitis sur tous les murs, des tags sur tous les murs, et donc lui, il a décidé de les conserver, quand il a fait sa peinture murale, de conserver ces tags, et même de solliciter si éventuellement d'autres voulaient venir taguer. Ça ne changeait pas, parce que sa peinture était elle-même basée sur le problème de la violence dans les quartiers, et donc, mais il a dit cette chose très intéressante. À une époque, il faut se replacer dans l'époque où on ne concevait que les tags comme des actes de vandalisme, hein, dégradation de la propriété, etc. Il a dit, moi je considère que c'est devenu un élément indissociable du paysage urbain de ce quartier. Et donc faire une peinture sans tag ici, c'est en fait de ne pas m'intégrer vraiment au quartier. Donc c'était une démarche un peu d'artiste, de plasticien, d'un regard de plasticien, mais replacé à l'époque, c'était vraiment très fort, parce que c'est quelque chose qu'un artiste pouvait dire vraiment. Voilà. Alors,
bon, je ne vais pas aller plus loin, mais moi je voudrais poser à Christian quelques questions. Je les ai notées, hein, elles sont simples. Si tu exposes ici dans une galerie, donc est-ce que tu considères néanmoins, comme tu te considères comme un street artiste? Première question, mais j'en ai trois qui vont avec. Hein. Est-ce que tu revendiques ce terme et qu'est-ce qui signifie pour toi? Notoria. Tu n'as pas entendu? Oui, je répète les questions, voilà. Alors, je répète les questions, hein. Voilà. Je disais donc à Christian, ce que tu exposes ici dans une galerie, est-ce que tu considères néanmoins comme un street artiste? Est-ce que tu revendiques ce terme et qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Alors, est-ce que je me revendique comme un street artiste? Moi, je revendique rien du tout. Donc, en fait, le mot street art, déjà, moi-même, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Nous, c'est une affaire de génération, mais j'ai commencé vraiment à tomber dans l'art urbain en 2004-2005, pas avant, parce que j'étais affairé à des études universitaires ultra classiques. Et à l'époque, on parlait de post-graffiti. Donc, on parlait de post-graffiti, et c'était l'idée d'un dépassement du graffiti. Donc un dépassement du graffiti qui allait vers des formes d'art, peut-être un retour à des formes d'art plus conventionnelles, tridimensionnelles, sculpture, galerie institutionnelle, graphisme, etc. Est-ce qu'ici c'est une expo de street art? Pas du tout. C'est une expo d'art dont finalement qui a le parfum du street art, qu'on a le goût, qui en parle beaucoup, qui l'évoque, mais qui n'est pas une expo de street art, puisque le street art, si je devais le définir moi, c'est de l'art qui a été exprimé dans la rue sans aucune forme de commande, qu'il soit institutionnel, privé ou autre chose. Le street art, pour moi, après, vous savez, on peut tous, c'est tout l'intérêt de l'art, c'est qu'on peut en discuter à l'infini. Pour moi, le street art, c'est vraiment, c'est une nuance importante. C'est vraiment quelque chose qui s'exprime non pas au-delà du critère institutionnel, non institutionnel, mais de la libre expression. Donc ça émerge finalement de la culture du graffiti, puisque un street artiste, selon moi, il s'exprime de lui-même, c'est lui qui décide du sujet, de l'emplacement, il intervient, et donc forcément, si le mur n'est pas le sien, il y a forcément une forme de transgression quand même. Après que la transgression elle soit soft ou majeure, c'est sûr que quand je peins un petit chat au bas d'une porte toute taguée, ma transgression elle est mineure. Mais il n'en reste que si la copropriété décide que la transgression est majeure, je peux me retrouver devant un tribunal. Donc j'appartiens quand même, enfin dans ce que j'ai fait jusque-là, la plupart du temps, appartient à la culture du graffiti. Même si c'est beaucoup moins anarchiste ou iconoclaste ou contestataire que ne peut l'être un tag pas de cap sur une porte, quoi. Ça c'est sûr. Donc je me revendique à titre personnel beaucoup plus comme étant un pochoiriste, parce que mon outil principal, et c'est ce que je décline à tout va ici, c'est le pochoir, et le pochoir je le décline par des interactions. Tout comme la création d'un pochoir, c'est laisser des vides et des pleins, c'est créer un masque qui soit fait de vides mais aussi de pleins, donc des faits positifs et négatifs. Il va y avoir des vides qui vont être laissés dans le dessin qui me permettent d'interagir et d'intégrer ce dessin à des supports. Je les intègre aussi bien à des portes ou à des fonds de peinture ou à des objets, et c'est ce qu'on retrouve ici. J'interagis avec le public, j'interagis avec un support, j'interagis avec la ville. Donc ça c'est la logique même du pochoir dans laquelle je me reconnais. Après le street art, on aime beaucoup critiquer, hein, donc les termes, ce serait un anglicisme un peu malvenu, mais moi je trouve que on définit les choses comme on veut. Si je devais accepter le terme street art qui nous vient principalement de l'Angleterre et de Banksy, hein. Ça vient c'est l'après-Banksy le street art. Si on devait accepter ce terme et si ça voulait dire quelque chose pour moi, je pense que le street art c'est un peu le graffiti à l'époque d'Internet. Parce que finalement, en fait, tout était là avant. Tout était là, tout avait déjà été fait précédemment. Entre 1960 et 1985, tous les outils sont là. Les années 60, c'est l'apparition de la bombe aérosol qui va modifier considérablement la notion même anthropologique de graffiti, donc les interventions des inscriptions dans la ville. Le pochoir, on connaît ça depuis l'Antiquité, mais peindre au pochoir et avec de l'aérosol,
Dès 1981, c'est un Français, Blake, qui réalise la chose. Des commandes murales, enfin tout est là, le tag, tout le langage est là. Et les galeries sont là, la marchandisation est là. En fait, Chafrazy, les années 80, il y a quand même quelques très grands galeristes internationaux qui ont commercialisé. Jean Faucheur, les frères Ripoulin, Kessaring, Futura, tout ça, voilà, tout était déjà en germe. Mais ce qui est arrivé, en fait, vous savez, c'est l'arrivée d'Internet qui a permis de connecter une culture donnée avec son public. Je pense que dans l'histoire de l'art, en fait, les grandes révolutions, elles se font toujours sur des innovations technologiques ou médiologiques, ou des combinaisons, je suis en anglais, des combinaisons d'innovation technologique et d'innovation technologique, c'est-à-dire un nouvel outil, un nouveau média. Alors pour m'y repérer dans tout ça, moi j'aime beaucoup l'histoire de la musique. Je prends toujours des exemples dans ma tête, en tout cas je fonctionne souvent avec des comparaisons avec l'histoire de la musique. Vous savez, en fait, le gospel, le blues, ça existe depuis toujours. Mais c'est l'apparition de l'impression du disque vinyle et de la radiophonie qui a permis à ce que la planète entière découvre le génie et la grâce de cette musique. Et tout à coup, dans les années 20, une culture qui était une culture quasi régionale et ethnique est devenue une culture globale qui a embrasé la planète parce que on a pu reproduire, on a pu graver ces chants et ces chansons, on a pu donc les diffuser et on a pu aussi les faire connaître au public par la radio. Et je pense qu'il est arrivé la même chose à la culture du graffiti avec bien sûr l'apparition de la bombe aérosol, c'est la genèse de la chose, mais Internet a permis tout à coup de donner la plateforme qui a permis en tout cas à cette culture de se diffuser. Vas-y. Je filme là, je tourne. Tu tournes ?